Bonsoir chers téléspectateurs amoureux de la nature, bienvenue sur Faso Green TV et merci de nous choisir pour vous informer. Au sommaire de cette édition, à l'occasion de l'an 1 de la révolution progressiste populaire, le président du Faso, le capitaine Ibrahima Traoré, a accordé un entretien à la presse nationale et internationale. Il est revenu sur plusieurs points essentiels, notamment les avancées en matière de production locale et d'industrialisation. Le secteur énergétique et les ressources fossiles également ont été abordés lors de cet entretien. Restez dans la suite de ce journal pour avoir plus de précisions. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais à l'instant, un an après la proclamation de la Révolution progressiste populaire RPP, le capitaine Ibrahima Traoré, président du Faso, chef de l'État et par ailleurs président de la Confédération des États du Sahel, dresse le bilan des actions engagées et trace les perspectives. Dans un entretien accordé à la presse nationale et internationale, le président du Faso met un accent particulier sur le volet économie et développement entre acquis, ambition industrielle et promotion du consommé local. Suivez ce récit de Colette Boudot pour comprendre davantage. Dans ce face-à-face avec la presse nationale et internationale, le président du Faso met un accent particulier sur le volet économie et développement. Revenant sur les acquis engrangés, le capitaine Ibrahim Traoré souligne les efforts consentis par le gouvernement dans des secteurs clés tels que l'agriculture, la santé et l'éducation, entre autres. Il met en avant également le renforcement des capacités de production agricole, l'amélioration progressive de l'accès aux soins ainsi que les initiatives visant à soutenir le système éducatif. Des actions qui traduisent une volonté claire de poser les bases d'un développement durable pour le bien-être des populations, dit-il. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons donné les moyens, nous avons payé des milliers de tracteurs qui cultivent gratuitement les champs de beaucoup de paysans. Et quand c'est des grands champs, c'est subventionné. Cette année, on a fait une production record. Depuis que le Burkina existe, on n'a jamais produit comme ça. Tout le monde va manger à sa faim. Le pouvoir d'achat augmente. Nous sommes en train d'équiper nos hôpitaux de toutes les technologies possibles. Les coûts de soins ont drastiquement baissé. Les médicaments, les prix ont baissé. Même les transports urbains, on a vu qu'on était très loin. On a décidé pour une phase de faire payer au moins 500 autobus qui vont transporter les gens. Les enfants, souvent, ils n'ont même pas d'école. Aujourd'hui, nous avons pris des modèles et nous sommes en train de construire des bâtiments à niveau, bien faits, avec des classes de taille bien réduites. Sinon, vous partez dans des salles, 100 et quelques, 200 et quelques. Est-ce qu'ils peuvent vraiment travailler? L'enseignant même souffre dedans. Sur le secteur agricole, le capitaine Ibrahim Traoré insiste sur la dynamique d'industrialisation en cours. Selon lui, plusieurs unités industrielles ont été mises en place afin de transformer localement les productions agricoles. Une stratégie qui vise non seulement à créer de la valeur ajoutée, mais aussi à réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Actuellement, on a attaqué des secteurs qui nous permettent d'être un peu souverains. Aujourd'hui, nous avons lancé par exemple la culture de blé. Et nous avons des usines qui font la farine de blé, qui peuvent faire le pain, les biscuits et tout autre. Parallèlement à ça, il y a des usines on a aidé des gens à financer qui vont fabriquer tout ce qui est pâte alimentaire. Le riz, on cultive beaucoup, mais on a encouragé des gens à faire beaucoup d'unités de transformation. Il y a beaucoup de qualités de riz burkinabé aujourd'hui. On cultivait le maïs et on exporte brut. Ensuite, on part payer du couscous ailleurs et on vient inonder nos marchés. La farine infantile et tout ce qu'il y a, on commande tout de l'extérieur. Comment est-ce qu'on peut exporter notre soja brut et ensuite aller payer l'huile de soja? Il y en a même qui vont dire que bon, il y a des maladies, on a dit de payer l'huile de tournesol ou quoi. J'ai dit on cultive le tournesol, on le fait. Et il y a des usines déjà qui pressent l'huile de tournesol. Le président du Faso invite les Burkinabés à privilégier la consommation des produits locaux. Un choix qui constitue un puissant levier pour soutenir l'économie nationale, encourager la production locale et renforcer l'autonomie du pays. Consommons ce que nous produisons. Nos terres sont riches, nos paysans sont braves. On n'est pas obligé d'avoir le luxe ou le modernisme qu'on cherche. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens, je dis moi, je ne suis pas né à Ouaga 2000. Ce que je connais même d'habitude, c'est ma bouillie le matin avec des galettes. Si je gagne ça, c'est bon. Si je ne gagne pas ça, je bois un thé et puis c'est fini. Les croissants et autres là, c'est pas mon problème. Le jour que je vais en tout cas faire de ça mon problème, mon habitude, il faut que le blé soit produit ici. Pour accompagner cette dynamique,
Le chef de l'État affirme sa volonté de tout mettre en œuvre pour que les unités industrielles offrent aux populations des produits sains et de qualité. Et le laboratoire de contrôle Faso Food and Drug Administration est en cours de création à cet effet. Toujours au cours de cet entretien, le président du FASO a tracé de nouvelles lignes directrices pour le secteur énergétique et les ressources fossiles du pays. Sans disposer de pétrole, le Burkina entend renforcer sa sécurité énergétique à travers un mix orienté vers les énergies renouvelables, l'optimisation des ressources minérales et un meilleur contrôle de ses importations énergétiques. Kokou Mieso vous en dit plus. Le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, a insisté sur le caractère stratégique de la souveraineté énergétique en rappelant que l'Afrique ne peut se développer durablement sans maîtriser ses flux d'énergie. Dans ce cadre, il a éclairé son objectif de diminuer la dépendance vis-à-vis des importations d'énergie. Cette déclaration fait suite à la question posée par la consoeur des éditions citoyennes Nadège Yameogo qui cherchait à comprendre les raisons des coupures récurrentes d'électricité cette année par rapport à l'année dernière. Comme je l'ai dit, la souveraineté énergétique, on vient de très loin. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Mais regardez, on a lancé plusieurs projets cette année. Et nous, on espérait avoir tous nos groupes électrogènes avant janvier. Mais si vous avez constaté, il y a des groupes qui sont rentrés il n'y a même pas quelques jours. Et ça continue de venir. Malheureusement, c'est venu en retard. Il y a des groupes même qui sont toujours au port, qu'on n'a pas pu encore faire rentrer. Donc, même ceux qui sont rentrés aussi en février et mars, là, je ne vais pas vous mentir, on ne peut pas tout monter en si peu de temps. On était trop dépendants. On importait, c'est-à-dire la tendance était l'importation du Ghana et de la Côte d'Ivoire, plus de la moitié de notre énergie. Donc voilà pourquoi on a décidé de construire nos centrales nous-mêmes pour être autonomes. Dans le champ de l'énergie propre, le président du FASO a mis en exergue la montée en puissance des projets solaires et hydrauliques, ainsi que la recherche des solutions adaptées aux zones rurales. Cette approche vise à sortir d'un modèle où l'énergie reste un luxe pour une minorité et à en faire un levier de développement économique et social au cœur de la logique de la RPP. Il y a des centrales qui sont en train de naître et le programme c'est de mettre en place une centrale dans chaque région. Au lieu de concentrer Ouagadougou et Bobo pour desservir, on veut rendre autonomes les régions. Et donc il y a plusieurs centrales qui sont en train d'être installées. Je pense qu'à Koudougou c'est presque fini, c'est Koudougou un peu partout. Il y a d'autres villes qu'on a ciblées même pour avoir des centrales. Donc on espère pouvoir résoudre la question de l'énergie, en tout cas dans les délais les plus brefs. En ce qui concerne les hydrocarbures, le chef de l'État a souligné que le Burkina Faso ne possède pas de réserve de pétrole, mais possède des ressources aurifères et d'autres minéraux qui pourraient être utilisés comme source de financement pour des projets structurants. Donc l'or est très important et je pense que chacun devrait faire une réserve d'or autant que possible. Nous, on ne maîtrisait pas notre secteur. On a vu les données, mais nous avons créé tous les mécanismes pour aujourd'hui, plus ou moins, maîtriser le secteur de la production. Actuellement, on est en train de prendre des parts dans beaucoup d'unités industrielles qui existent. On a relu les contrats miniers, si on peut dire, et tout. En tout cas, en bonne ambiance. Et puis, le Conseil des ministres, en sa séance du jeudi 2 avril 2026, a adopté un décret visant une réforme majeure qui consacre désormais la gestion de l'eau potable et de l'assainissement à l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA. Cette réforme vient donner plus de force à la nationale de l'eau, d'anticiper sur plusieurs questions dont la gestion des bouts de vidange. C'est du moins l'avis du président de l'Association des vidangeurs du FASO. Le compte rendu d'entretien est signé Mamadou Souali. Pour le compte du ministère en charge de l'agriculture, de l'eau, des ressources animales et halieutiques, le Conseil a adopté un décret visant une réforme majeure au sein de l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Cette réforme vise à consacrer désormais la gestion de l'eau potable et de l'assainissement sur toute l'étendue du territoire burkinabé à l'Office national de l'eau et de l'assainissement. C'est cette réforme issue du rendez-vous hebdomadaire de l'exécutif qui retient l'attention de l'Association des vidangeurs du Faso à vif. C'est donc désormais l'ONEA qui s'occupe des questions d'eau potable et d'assainissement sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Selon le président de l'AVIF,
C'est une décision qui vient davantage renforcer la collaboration entre leur structure et l'ONEA, en ce sens que ce dernier s'occupait déjà de la gestion des stations de traitement de boues de vidange. Cette décision vient donner un peu plus de force d'action, d'anticiper à l'ONEA de créer encore des directions techniques pour que cette tâche-là puisse être représentative, pour que les gens dans toutes les couches sociales puissent sentir que l'Office national est là pour la population et le bien de tous et de l'intérêt général. Le président de l'association des vidangeurs du Faso note que plusieurs stations de traitement de boues de vidange existent déjà et que d'autres sont en chantier, mais estime que l'ONEA doit poursuivre sa mission de multiplier ces stations afin de minimiser la pollution de la voie faute de sites à proximité, mais pas que. D'accentuer aussi la valorisation des boues séchées et d'accentuer aussi l'utilisation de nouvelles technologies. Parce qu'avec aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, d'un mètre carré, c'est-à-dire que dans une parcelle, dans une parcelle, on peut autant traiter les boues liquides, les déchets liquides à plus de 400 mètres cubes jour. Voilà, donc alors que les stations actuelles, ça occupe beaucoup d'espace, mais le volume de traitement reste inférieur à 200 mètres cubes. Voilà, c'est seulement à Kosoro qu'on trouve qu'il y a le système de biogaz qui est là, qui permet de traiter plus de 400 mètres cubes jour. Et actuellement, même que le nombre, on est à 3, reste insuffisant, reste toujours en manque. Faut-il le rappeler, l'association des vidangeurs du Faso s'occupe du maillon collecte et transport des boues de vidange dans les 17 régions du Burkina. Elle compte aujourd'hui environ 300 membres avec environ 250 et 160 camions qui opèrent respectivement à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Menacés de déguerpissement dans un délai de 14 jours, les maraîchers installés depuis plusieurs décennies sur un site de production de la zone C de Ouagadougou lancent un appel pressant aux autorités. S'ils disent comprendre la décision de la Société nationale d'aménagement des terrains urbains Sonature, ils plaident toutefois pour une prolongation du délai afin de sauver des récoltes encore en pleine maturation. Suivez ce reportage de Daouda Porgo et Colette Ilboudo pour en savoir davantage. 20 ans pour certains et 40 ans pour d'autres, c'est le temps que ces maraîchers ont consacré à l'exploitation de ce site situé dans la zone C de Ouagadougou, un espace devenu au fil des années leur principal cadre de travail et de subsistance. Mais depuis le mardi 24 mars 2026, leur quotidien a basculé. La Société nationale d'aménagement des terrains urbains Sonature, propriétaire des lieux, leur a donné un délai de 14 jours pour libérer le site. Une décision qui fait suite aux plaintes des riverains évoquant les désagréments causés par les eaux issues du bas-fond. Cette annonce intervient pourtant après une rencontre entre les deux parties en décembre passé, au cours de laquelle les exploitants affirment avoir été rassurés. Nous avons eu une rencontre avec la Sonature en décembre passé. Et lors de cette rencontre, elle nous a fait savoir que les riverains se plaignent des eaux venant du bas-fond et qu'elle allait venir aménager le site. Et comme nous l'exploitons pour le maraîchage depuis des années et que la plupart des maraîchers avaient déjà fait leur pépinière, nous avons demandé à faire les semis et elle nous a rassurés. Mais le mardi surpassé, contre toute attente, la société est venue nous demander de déguerpir dans un délai de 14 jours. C'est vraiment compliqué. Ici, la culture de la salade, du chou, du gombo, de l'oignon, de la tomate ou encore du piment se fait pendant toutes les saisons. Une activité à plein temps qui constitue la principale source de revenus pour ces exploitants. Aujourd'hui, c'est tout un équilibre de vie qui est menacé. Si la Sonature a proposé un accompagnement à hauteur de 500 francs CFA le mètre carré, une aide qui, selon elle, ne constitue pas un dédommagement, les maraîchers disent être ouverts à cette mesure. Mais sur le terrain, l'inquiétude grandit. Des machines ont entamé les travaux de terrassement
alors que les exploitants affirment n'avoir encore rien perçu. Vous voyez, les machines sont déjà là et elles vrombissent. Mais jusque-là, la société ne nous a toujours rien dit sur l'accompagnement qui est de nous verser 500 francs par mètre carré. C'est vrai, ce n'est pas une obligation, mais qu'elle nous vienne en aide seulement, sinon ce n'est pas simple. Les maraîchers ne s'opposent pas au déguerpissement. Ils se disent prêts à libérer le site, mais plaident pour un délai raisonnable, soit 3 mois vu que les cultures sont encore en pleine croissance, donc non arrivées à maturité. Je suis ici depuis 1999, je fais seulement de la production maraîchère et c'est grâce à cette activité que j'arrive à prendre soin de ma famille. Nous sommes conscients que nous n'avons aucun droit sur les sites. Mais il faut que la SONATU nous aide en nous accordant encore quelques mois pour que nous puissions récolter nos produits. Imaginez si on vient raser ce tas de choux, c'est plus de 3 millions qui vont tomber à l'eau. Depuis 40 ans, je suis installée ici et je fais le maraîchage. Grâce à cette activité, j'arrive à subvenir aux besoins de ma famille. C'est vrai, le site ne nous appartient pas, mais nous demandons juste l'indulgence de la SONATU pour qu'elle nous permette au moins de récolter. Depuis ma jeunesse, c'est ce que je fais et je ne fais rien d'autre. Dans un contexte où les autorités affichent leur ambition de renforcer la sécurité alimentaire et de soutenir le monde rural, ces maraîchers lancent un appel. Sans autre activité génératrice de revenus, ils espèrent bénéficier de l'accompagnement du ministère en charge de l'agriculture, notamment à travers l'attribution d'un nouveau site d'exploitation. Voilà, nous sommes à la fin de ce journal. Merci à tous pour votre aimable attention. Toute l'équipe de Faso Green TV vous souhaite un agréable début de week-end. Au revoir.